Dans cette nuit noire, les cris d'un homme persistent. La souffrance de sa maladie lui apporte une lente et douloureuse agonie. Quelques heures plus tard, plus rien. Une étoile s'éteint, celle de Wolfgang Amadeus Mozart. Le lendemain, le corbillard est suivi par une poignée de proches, dont sa femme. Le corps du plus grand génie est enterré dans une simple fosse commune. Mais comment le génie ultime, celui qui a tout donné pour la musique, captivé tous les regards des grands hommes, humilié le plus grand virtuose de son temps, a fini jeté dans l'ignorance totale à 35 ans? Laisse-moi te raconter l'histoire de Mozart. C'est à la cour de Salzbourg où l'on retrouve notre jeune Mozart. À 17 ans, tout ce qui l'intéresse, c'est de s'exprimer. Sa parole, c'est la musique. Ici, tout le monde se méfie du petit génie. Il est aussi très joueur, mais sa santé fragile n'est pas un avantage. Son art est largement influencé par la musique du monde. En effet, Wolfgang revient d'un petit voyage de 4 ans où il a vu toutes les grandes villes de l'Europe. Que ça soit Paris, Bruxelles ou même Londres, il a en lui toutes sortes de musique. À son âge, il s'en sort avec un travail de compositeur. Notre étoile montante travaille au service de lui, le prince archevêque Colloredo. De son haut poste, c'est lui qui dicte les règles ici. Ce qu'il aime, c'est l'ordre et la discipline. Dans son œil, Mozart n'est rien de plus qu'un enfant feignant et arrogant. Tout ce dont l'archevêque a besoin, c'est de la musique pour la messe. Il n'a pas besoin d'un petit gamin excentrique avec ses fantaisies. Mais Mozart n'a pas le choix. Tout ce qu'il veut, c'est composer. Même s'il rêve de richesse et popularité, Wolfgang se satisfait de sa situation. Plus le temps passe et plus Colloredo est exigeant envers le musicien. Il refuse donc de plus en plus ses partis pris et sa créativité. Mozart est à bout, l'envie de tout quitter est trop forte. Mais démissionner équivaut à finir dans la rue à cette époque. Sans prestige et sans recommandation, c'est vraiment la pire situation possible. Il est perdu et il n'a plus le moral. Sa décision est prise, il va quitter la cour. Mozart prépare sa lettre de démission. 1 mois plus tard, rien. La lettre n'avance pas. 2 mois plus tard, toujours rien. Et il a de plus en plus de mal à travailler. Le doute prend le dessus. Est-ce vraiment une bonne idée? Il se défile. Après tout, tant que je peux composer, c'est bien, non? Les mois passent, puis... Une invitation à jouer à la prestigieuse cour de Vienne arrive. Mozart veut absolument y aller. C'est une occasion en or. Peut-être que s'il fait bonne impression, il pourrait rejoindre cette cour. Ce qui voudrait dire adieu aux conditions de travail horribles. Adieu à la petite paye. Adieu les demandes ennuyantes. L'excitation grandit. Mais il a oublié un souci. Colloredo est quelque peu possessif. Le refus est catégorique. Mozart n'ira pas à Vienne. La frustration augmente et on peut le comprendre. Il ne vaut pas plus qu'un oiseau en cage. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Plus jamais cette humiliation. Cette fois, c'est trop. La lettre est finie et c'est le moment de la remettre. Mozart sait qu'il n'aura pas de recommandation, mais il est quand même décidé. Et maintenant, la lettre est dans les mains de Colloredo. Mozart a enfin cette revanche pour toutes ces humiliations. Il est prêt à observer le visage de l'archevêque se décomposer. Perdre son meilleur élément comme ça. Colloredo ouvre la lettre et la lit. Et se met à rire. Tu ne peux pas démissionner puisque je te renvoie. Oui, sa démission n'est pas acceptée. Mozart n'a plus de poste, aucune recommandation et pas d'argent. Et en plus, il a la réputation d'avoir été mis à la porte. Mais il a sa liberté. Livré à lui-même, il se prend en main. C'est un retour à zéro. Si à Salzbourg on ne veut pas de lui, il trouvera bien un endroit. La première direction sera Munich. C'est avec espoir que Mozart part à l'aventure. Le chemin se passe bien et il arrive. Wolfgang cherche, mais personne n'a l'air de s'intéresser à lui. Peut-être que tout le monde est déjà au courant. C'est un échec cuisant et Mozart ne trouve pas de travail. Même pas l'ombre d'un poste. L'inquiétude prend place. Mozart a compris, il n'est pas le bienvenu ici. Tant pis, ce sera direction Mannheim. Sur le trajet, des souvenirs réapparaissent. Dedans, cette ville est chaleureuse. L'atmosphère est bien plus accueillante ici. L'endroit lui plaît et il compte bien y passer quelques vacances. Mozart va profiter du temps, rencontrer de nouveaux musiciens, admirer la ville et surtout tomber amoureux. Mais pas de n'importe qui. Aloysia Weber, c'est la chanteuse la plus connue ici. Elle vient d'une prestigieuse famille de musiciens. Ni une ni deux, Mozart est décidé. Il veut l'épouser. Notre petit Wolfgang va utiliser ses talents et ses charmes. Il va composer pour elle, mais pas n'importe quoi. Un lied. C'est un type de musique dans lequel un poème est mis en chanson. Dedans, la voix est LA chose la plus importante. Quoi de mieux pour faire briller sa dulcinée? Aloysia rentre dans son jeu et se laisse charmer. C'est vraiment un petit coquin. Mozart veut tellement la marier qu'il va tout faire pour convaincre son père. Sauf qu'il refuse. Déjà que Wolfgang n'a pas d'argent et il ne fait que s'endetter. Tu ferais mieux de trouver un travail au lieu de batifoler. Avec tristesse, il va écouter son père et partir pour Paris. Il espère trouver de l'aide auprès d'une vieille connaissance, le baron von Grimm. C'était lui qui s'était occupé de sa tournée quand il était petit.
Alors il va à sa rencontre. C'est la douche froide. Il refuse catégoriquement de s'occuper de lui, et lui reproche même d'être très mauvais pour se mettre en valeur, ce qui veut clairement dire qu'il est très malpoli. Toujours pas de poste, toujours plus de dettes. C'est la catastrophe. Mozart veut bien essayer de donner des cours, mais tous les nobles le traitent avec mépris. La situation s'empire de plus en plus. Et pour couronner le tout, il apprend le décès de sa mère. C'est le fond du gouffre. Mozart perd tout ce qu'il a, ce qui lui reste, de l'ego et de la haine. Il est conscient de son génie, et il va haïr tous ceux qui le prennent pour un incompétent. Wolfgang était parti pour de l'argent et de la reconnaissance, et il revient avec ni l'un ni l'autre. Mais il a compris une chose, à quel point la vie est cruelle. C'est un échec terrible. Son père fait tout pour négocier avec Colloredo, et Wolfgang doit reprendre son ancien poste. Oui, il doit rentrer à Salzbourg. C'est une très grosse humiliation. Il n'a rien pu faire. Sur le chemin du retour, il en profite pour aller voir Alosia, mais il apprend qu'elle aime un autre homme. L'enfer est vraiment un puissant fond. Une fois à Salzbourg, il retrouve son ancien poste. Enfin, si seulement. En plus de son ancien travail de compositeur, il a la fonction d'organiste de l'église, de la chapelle et de la cour, la formation des enfants de chœur, toute la musique demandée par le prince archevêque, pour le même salaire qu'avant, ce qui va vraiment pas suffire à rembourser les dettes. À Vienne, Colloredo est appelé pour faire la cour du nouvel empereur, Joseph II. Retiens bien cet homme, on va en reparler. Et pour faire la cour, Colloredo a besoin de ses musiciens. C'est comme ça que Mozart part pour Vienne. Une fois arrivé, il est vraiment mis de côté. Il n'a même pas de place pour lui. La veille de son départ, Mozart a les nerfs. Mais il n'est pas le seul. Le prince archevêque en a marre de son comportement. Il le traite de gueux et de débauché devant tout le monde. Cette fois, il est viré sans aucun retour en arrière possible. Le musicien nourrit une haine énorme envers l'archevêque. Plus jamais. Il reprend sa situation en main et devient compositeur indépendant à Vienne. Plus de papa sur son dos, plus de Colloredo. Enfin, pour se faire connaître ici, la stratégie est simple. Donner des concerts, des leçons, bref, se faire connaître. Et son travail paye. Il reçoit une invitation, celle de Joseph II. C'est le Big Boss, empereur du Saint-Empire romain germanique. Il gouverne sur tout ça. Oui, ça fait beaucoup. À côté, Colloredo, il doit lui lécher les bottes. L'empereur veut accueillir Mozart, et pas pour n'importe quoi. Un combat musical est organisé. Les participants sont Muzio Clementi, le virtuose, et Wolfgang Amadeus, l'enfant génie. Les deux camps sont formés. L'empereur parie sur Mozart. Celui qui a l'honneur de commencer, c'est l'arrivée lointain, Clementi. Il s'installe et joue. Clementi a confiance en lui. En traversant l'Europe, il a perfectionné une pièce. Dedans, il y a une très grande virtuosité, du jamais vu. La victoire semble lui tomber dans les mains. Cette pièce est tellement compliquée qu'il est le seul à pouvoir la jouer. Tout le monde dans la salle reste bouche bée. Et l'empereur pense même perdre son pari. Encore pire, qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête de Mozart? Comment jouer après ça? Mais Mozart a la chose la plus importante pour un musicien. Des tripes. Il reste confiant et s'installe sur le piano. Et commence en improvisant. Le public est captivé. Et oui, Mozart est très loin d'avoir dit son dernier mot. L'empereur va donner un thème à Mozart. Les deux musiciens sont exceptionnels, ça va être très dur de les départager. Pour l'empereur, c'est évident. Clementi joue avec beaucoup d'art, mais Mozart joue avec beaucoup d'art et de goût. Il a réussi à faire ce qui est le plus important pour tout musicien. Toucher les gens en plein cœur. Et ça, c'est plus important que n'importe quelle technique. La cour de Vienne est obligée de reconnaître sa valeur. Sa renommée commence enfin. L'empereur est tellement satisfait qu'il lui demande un opéra, mais pas de n'importe quel type. En allemand. Mais qu'est-ce qu'il y a de bien particulier dedans? Eh bien, en ce moment, c'est les Italiens qui dominent la musique. On ne parle que d'eux. En plus, l'italien est facile à chanter, comparé à l'allemand. C'est une commande très ambitieuse. Et un très grand défi. Quoi de mieux pour Mozart? L'opéra, c'est la manière la plus parfaite de s'exprimer. Tous les moyens sont possibles. Mais avant tout, il faut le livret. C'est l'histoire de l'opéra que Mozart va mettre en musique. Pendant ses recherches, il va tomber sur ça. L'enlèvement au sérail. C'est maintenant l'heure de se mettre au travail. Après de longs mois de composition, c'est une réussite totale. L'enlèvement au sérail est l'opéra le plus joué à Vienne. Tous les compositeurs le félicitent, mais surtout le commanditaire de l'œuvre, Joseph II.
Avec tout ça, Wolfgang gagne le cœur du peuple. Tout ce succès fait effet et rend Mozart attractif aux yeux de la gente féminine, particulièrement pour elle, Constance Weber, ou plutôt Constance Mozart. Parce que oui, il va l'épouser directement sans la permission de son père. Ah oui, c'est un chaud lapin. Il y a aussi quelque chose à dire sur sa famille. C'est la sœur d'Aloysia Weber. Oui, l'amour de jeunesse de Mozart. Et elle regrette clairement ses choix. Ils doivent être sympas les repas de famille. À ce moment-là, le monde a enfin conscience de son génie musical. Il tient enfin sa revanche. Il a toujours été très sûr de lui. Surtout quand personne n'y croyait. C'est le roi du monde, c'est LE musicien. Mais il n'est pas prêt pour ce qui va arriver. Il va rencontrer un homme, le baron von Swieten. C'est lui qui va lui faire découvrir la musique d'un autre monde. Une musique poussiéreuse que personne ne connaît. En découvrant Bach et Handel, Mozart est sous le choc. Une musique d'un si grand niveau, il se sent tout petit à côté. Il n'a que cette musique en tête. La fascination est si grande. Mozart va étudier et encore étudier. Il a tellement soif de connaissances. Il sent qu'il y a quelque chose à exploiter là-dedans. Quelque chose de plus. Avec ses nouvelles connaissances, il compose toujours plus d'opéras. Avec les Noces de Figaro, le succès monte encore plus. Mozart reçoit de plus en plus de commandes d'opéra, en plus de son poste à la chambre impériale. C'est le succès rêvé. L'argent coule à flot, il dépense plus, tout va beaucoup plus vite. Mais la chance tourne. L'empereur meurt et son successeur ne l'aime vraiment pas. Des conflits entre les deux s'accumulent, il est en train de revivre la période avec Colloredo. Le nouvel empereur influence beaucoup les nobles, qui vont de plus en plus délaisser Mozart. Mais il est incapable de reprendre son ancien mode de vie. Mozart dépense beaucoup. Il retombe dans ses travers et s'endette de plus en plus. Constance fait tout pour l'aider, mais en vain. Il se rend bien compte qu'il est en train de tout reperdre. Dans ses lettres, il y a quelque chose de surprenant. Une requête avec une bourse bien remplie. La lettre est anonyme. Une demande bien particulière. Une messe des morts. Il est conscient que c'est sa dernière chance de relancer la flamme et qu'il ne doit surtout pas perdre son sang-froid. Mozart a passé toute sa vie à se préparer à ce moment. Tomber dans l'oubli serait une honte pour le génie qu'il est. Mais il lui reste une carte. La vieille musique poussiéreuse. Sans perdre de temps, Mozart va se mettre à composer. Jour et nuit. Il n'a que ça en tête. Et se met à oublier tout ce qu'il y a autour. Il ne mange plus. Sa santé se dégrade de plus en plus. Ses forces le quittent, il compose vautré dans son lit. Mozart refuse de se reposer. Il n'a pas le temps. Sa carrière est en train de sombrer, il doit la sauver. La mort se sent en lui. Il est déjà trop tard. Son corps est trop faible et lâche. Le 5 décembre à 1h, Mozart laisse derrière lui son œuvre. Mozart est mort sans avoir pu terminer son œuvre. Mais ça nous explique pas pourquoi c'est LE compositeur le plus connu, ni même pourquoi on l'a enterré dans une fosse commune. Je me souviens d'un cours où mon prof de composition m'a dit « Mozart aurait pu écrire ça s'il avait vécu 20 ans de plus. » Bah oui, il était tellement en avance sur son temps, ses derniers opéras étaient trop durs à comprendre pour son temps, alors que maintenant c'est clairement des chefs-d'œuvre. Toutes ces choses qu'il n'a pas pu composer parce que mort trop tôt, c'est clairement le travail de ses successeurs, à commencer par Beethoven mais aussi tous les suivants. De nos jours, tout le monde connaît le nom de Mozart, et c'est même devenu un synonyme pour parler de génie. Mais son œuvre, celle sur laquelle il a mis tous ses espoirs, elle a quand même pu être terminée. Tu te souviens d'elle? Oui, sa femme. C'est elle qui en a payé le prix fort, en récupérant toutes les dettes. Pour les rembourser et toucher l'argent, Constance a voulu terminer cette pièce. Pour ça, elle a demandé aux élèves de Mozart de la terminer en copiant son style. Le commanditaire de l'œuvre y a vu que du feu et a tout payé comme prévu. Et cette pièce, elle est totalement rentrée dans la légende, même pour la pop culture. Elle est très appréciée comme musique d'enterrement. C'est même ironique que Mozart soit mort lui-même là-dessus. D'ailleurs, tu as sûrement une œuvre favorite. Pas forcément de la musique, hein. Pourquoi tu l'aimes? Oui, parce qu'elle te fait ressentir quelque chose. Ce qui est fou, c'est que tu peux goûter aux sensations de quelqu'un d'autre qui est mort il y a plus de 200 ans. Moi, quand j'écoute ça, j'ai la plus belle sensation d'apaisement. Et quand j'écoute ça... J'avoue que le Gugus qui me regarde mal, j'ai envie de le trucider. Ça, c'est la résonance émotionnelle. N'importe quelle musique peut être écoutée à n'importe quelle époque. Et c'est aussi pourquoi il y a des gens qui adorent Mozart, même s'il est mort depuis 200 ans. Ok, maintenant on sait comment Mozart est devenu populaire. Mais il reste une question. Mais pourquoi il est enterré dans une fosse? Pour comprendre ça, il faut parler de Joseph II, l'empereur qui aimait bien Mozart. À l'époque, pour réduire les coûts, il fallait tout moderniser.
Et oui, même la mort. Donc la plupart des gens étaient enterrés de cette manière, aussi simple que ça. Et ça n'a rien à voir avec la vision qu'on a maintenant d'une fosse commune. C'est juste comme ça qu'on enterrait à l'époque. Voilà. Il faut aussi savoir que le baron Van Swieten a financé une grosse partie de la vie de Mozart, et aussi sa mort. C'est Constance en réalité qui voulait une cérémonie simple. Le baron voulait une plus grande cérémonie pour Mozart. Mais d'ailleurs, c'est sûrement ce qu'aurait voulu Mozart. Il était de plus en plus gagné par les idées de l'égalité. Alors laissons-le où il est, et merci Mozart pour tout ce que t'as pu nous apporter.